Bonjour, je m'appelle Bruno Debien, je suis anesthésiste réanimateur et je dirige aussi un organisme de formation qui s'appelle Emergensim et qui est spécialisé dans la simulation haute fidélité in situ. Alors on va peut-être un peu commencer par définir ces différents termes. Alors, la simulation en médecine, c'est l'utilisation habituellement d'un mannequin plus ou moins sophistiqué, mais la simulation peut aussi recourir à la réalité virtuelle ou à des jeux sérieux, les serious games, pour reproduire des environnements de soins, pour reproduire des gestes techniques ou pour reproduire des prises de décision par des professionnels de santé ou des équipes de professionnels. Alors, la simulation peut être utilisée en formation initiale pour apprendre son métier ou en formation continue pour s'entraîner à de nouvelles techniques ou pour remettre à jour les compétences individuelles, mais bien sûr aussi les compétences d'équipe. Alors, la simulation in situ utilise habituellement un mannequin haute fidélité. Alors, un mannequin haute fidélité, c'est une espèce de robot sans fil qui est piloté en Wi-Fi, qui a l'apparence d'un humain, adulte, enfant, femme enceinte, qui est piloté en Wi-Fi et à qui on peut faire survenir tout un tas d'accidents. Alors ce robot très sophistiqué, il parle, il respire, il peut pleurer, transpirer, saigner, et on le met dans un lit de réanimation si c'est un patient de réa, dans une salle de naissance, sur une table de naissance si c'est une femme enceinte, et on lui fait arriver toute une série d'événements cliniques graves pour lesquels on fait travailler les professionnels de santé ensemble dans leur environnement de travail. Alors ce scénario est filmé, et après que les professionnels de santé aient pris en charge le patient dont l'état évolue en fonction de la qualité de la prise en charge qui lui est dispensée, eh bien après ce scénario, on se retrouve en salle de débriefing et on analyse en groupe les points positifs de la prise en charge, mais aussi les difficultés qu'ont ressenties les professionnels lors de cette prise en charge, et finalement, parfois à froid, comment ils auraient fait ou ils auraient pu faire différemment pour prendre en charge le patient. Alors l'intérêt de déployer ces formations en simulation in situ, c'est-à-dire sur les lieux même, dans l'environnement de soins réel dans lequel travaillent les équipes, eh bien vous comprenez bien, c'est qu'on ne forme pas des individus, mais on forme des équipes. On les forme dans leur environnement de travail, c'est-à-dire dans leurs locaux. Ils vont utiliser leur matériel de tous les jours, et puis ils vont même mettre en œuvre les procédures habituelles qu'ils utilisent. Et donc on va beaucoup plus loin que la simple formation des individus, mais on vérifie aussi qu'ils savent correctement utiliser le matériel qu'ils ont à disposition. On vérifie qu'ils connaissent les procédures en œuvre dans leur service ou dans leur structure. Et on fait même un stress test de ces procédures, c'est-à-dire qu'en plus on valide les procédures elles-mêmes. Et puis on crée de la cohésion dans l'équipe et finalement c'est une espèce d'audit dynamique que l'on fait des différents services en intervenant parmi eux. Alors, les leçons tirées de ce type de simulation sont infinies, puisque, je vais vous citer quelques exemples, nos formations aboutissent souvent à la réfection ou à la recomposition du chariot d'urgence. Il y a du matériel finalement qui est jugé inutile et du matériel nécessaire qui n'est pas présent. Ça peut être envisager différemment l'appel à l'aide. Vous savez qu'une des premières mesures à faire en situation de crise au bloc opératoire ou dans une situation de soins, c'est d'appeler du renfort. Eh bien, on s'est rendu compte comme ça dans une clinique qu'il n'y avait pas d'interphone dans le bloc opératoire et que le médecin anesthésiste, s'il voulait appeler un collègue en renfort, il était obligé d'utiliser son téléphone et puis de connaître le numéro, et il fallait que le collègue réponde suffisamment rapidement. Eh bien, une mesure correctrice a été d'installer un interphone dans le bloc opératoire. Et puis, à d'autres moments, on s'est rendu compte que le matériel, le défibrillateur, par exemple, n'avait pas été upgradé et que son logiciel n'avait pas été mis à jour selon les dernières recommandations. Donc vraiment, la simulation in situ, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la simulation. Alors pourtant, il y a quand même des effets
comment dirais-je, indésirables, ou en tout cas des inconvénients. Et vous imaginez bien que dans un contexte de rationalisation des soins, bloquer un lit pour un mannequin alors qu'on pourrait y mettre un malade, ce n'est pas toujours facile à organiser. Et ça peut être la source d'annulation de journées de formation lorsque on arrive pour installer nos caméras dans la salle, dans la chambre de réanimation par exemple, et que la chambre a été prise par un vrai patient, et bien, la formation est annulée et on ne peut pas faire autrement. Il y a un deuxième risque, c'est d'interférer avec la qualité des soins qui sont dispensés pour les vrais patients. Alors en France, on dégage du personnel pour la formation, et le personnel qui est en formation n'est pas celui qui s'occupe des vrais patients. Pour info, aux États-Unis, il y a des simulations surprises qui sont faites à effectif normal, et donc les soignants doivent prendre en charge le mannequin en même temps qu'ils prennent en charge des vrais patients. Bon, ça nécessite une culture de la simulation qui n'est pas encore suffisamment développée dans notre pays. Ensuite, il peut y avoir d'autres risques comme le défibrillateur qui est utilisé pour le mannequin, et puis dans le même temps, il y a un vrai patient qui fait un trouble du rythme qui nécessite une défibrillation. Donc ça nécessite une information des équipes, les équipes qui travaillent en réel avec les vrais patients et les équipes qui s'occupent du mannequin, avec évidemment priorité aux vrais patients. Mais moyennant donc ces inconvénients, qui nécessitent quand même une organisation assez lourde, la simulation haute fidélité est vraiment ce qui permet d'aboutir à des prises en charge ou des formations les plus efficaces pour les équipes et les tests de procédure en situation quasi réelle. Voilà, alors comment faire le choix entre simulation en centre et simulation in situ? Je pense qu'il faut répondre à la question en disant que la simulation s'intègre dans un parcours d'apprentissage et que avant de faire de la simulation in situ, on commence par acquérir des connaissances, des compétences techniques. Ensuite, on peut les mettre en œuvre en simulation dans un laboratoire de simulation. Et que vraiment, quand on veut former très très efficacement les équipes, et bien à ce moment-là, on fait de la formation in situ pour tester l'ensemble des connaissances et la coordination des équipes.